Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de l'ouvrage Permis de lire. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Si je me présente rapidement, je suis Marjorie Marlin, directrice éditoriale des éditions MDI. Et je vais dans quelques instants laisser la parole aux deux autrices de Permis de lire, Muriel Guiton, professeure des écoles dans l'Académie d'Orléans-Tours, et Laurence Pierson, ancienne professeure des écoles, graphopédagogue et formatrice sur le lien écriture-lecture. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer la présentation, le temps de laisser arriver toutes les personnes inscrites. D'ailleurs, un mot pour vous remercier de votre présence à ce webinaire, de votre intérêt que l'on a constaté lors des inscriptions à travers vos nombreuses questions et vos remarques. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler grâce à l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Notre équipe qui a préparé ce webinaire et qui est présente, mais vous ne la voyez pas, vous répondra rapidement. J'en profite pour vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Les autrices vont dans un instant vous présenter la méthode Permis de lire. Bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct grâce à l'onglet questions à droite. Les autrices et l'équipe sont là pour y répondre au cours de la présentation et en fin de webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, rassurez-vous, nous mettrons en ligne d'ici quelques jours sur le site des éditions MDI une FAQ où nous répondrons par écrit à l'ensemble des questions, celles qui ont été posées et qui ont été posées à l'oral ou celles qui ont été posées par écrit et auxquelles on n'a pas pu répondre. Et nous mettrons également en ligne le replay de ce webinaire dans quelques jours. Voilà pour les informations techniques. Nous allons pouvoir débuter la présentation. Muriel, Laurence, c'est à vous. Bonjour, je suis Muriel Guiton, professeure des écoles dans une école publique de taille moyenne qui est composée de 7 classes. J'enseigne en élémentaire depuis une vingtaine d'années en classe de CE2, CM1 ou CM2. J'ai cette année une classe de CE2, CM1 depuis maintenant 3 ans. Avant de parler de Permis de lire dans sa forme actuelle, je souhaiterais en dresser un petit historique afin de souligner que Permis de lire est né d'un besoin professionnel tout à fait personnel et qui n'était pas destiné au départ à la publication. Pour faire cet historique, il faut remonter 11 années scolaires en arrière, où j'avais à l'époque une classe de CE2 pur, le CE2 faisant alors partie du cycle 3, en tant que première année de cycle 3. Ce n'est que quelques années après qu'il a été intégré dans le cycle 2. Donc j'accueille dans cette classe un élève, dans cette classe de lecteurs, un élève qui ne savait absolument pas décoder, qui pourtant avait été scolarisé de façon régulière, qui était francophone. Et cet élève était évidemment perdu au sein de cette classe, face aux nombreux écrits qui jalonnent une journée de cycle 3. L'année avançant, je constate cependant chez lui un intérêt nouveau pour l'écrit et une envie de pouvoir faire comme ses camarades de classe, c'est-à-dire lire tout ce que l'on propose au cours de la journée. À la même époque, se mettent en place les APC qui permettent de dégager du temps aux enseignants afin de créer des petits groupes de besoins sur des besoins repérés. Je me dis que ce serait peut-être l'occasion de lui reprendre avec lui les bases du code. Comme je n'ai jamais enseigné l'apprentissage initial de la lecture, je me tourne vers Laurence Pierson, qui, elle, était enseignante en CP depuis pas mal d'années déjà, qui avait aussi enseigné en CM, donc qui connaissait bien la problématique des enfants de 10 ans et plus. Et je l'interroge sur comment je vais faire pour pouvoir réconcilier cet enfant avec l'écrit. Donc tout de suite, nous nous sommes interrogés, nous avons posé 2 grands principes. Le premier, c'était celui d'éviter les méthodes qui étaient trop estampillées CP, trop enfantines. Et puis, le deuxième, de le mettre le plus rapidement possible en situation de réussite, de lui proposer, après seulement 2 ou 3 séances, des écrits réels sur lesquels il puisse s'entraîner, qu'il puisse vraiment décoder et qui en plus fasse sens pour lui. Donc, progressivement, ne trouvant rien de disponible, nous avons créé un outil qui répond à ces 2 grands principes. Sur la diapo suivante, on va s'apercevoir que je n'étais pas isolée dans ce cas, je n'étais pas la seule face à cette difficulté. C'était en effet une question récurrente sur les forums d'enseignants et on va donner 3 exemples de posts que nous avons retenus
qui posent toutes la même question, comment faire avec cet élève grand et non lecteur? Comme la police de caractère est peut-être un petit peu petite à l'écran, je vais lire certains extraits. Donc, le premier poste concerne un élève de CE2. Notre collègue écrit « L'année prochaine, je vais avoir un élève de CE2 qui ne sait pas lire. Il reconnaît une bonne partie des lettres, mais c'est à peu près tout. Que pouvez-vous me conseiller pour aider cet élève à apprendre à lire ?» Le deuxième poste concerne un élève de CM1. Je vais juste lire la fin. Hein. En CM1, cette année, il ne sait toujours pas lire. Il compense sans en avoir l'air, en enregistrant beaucoup à l'oral et refuse beaucoup de choses à l'écrit. Et cette interrogation se poursuit au collège, puisque certains collègues de 6e nous adressent également la même question. Je suis prof de français en collège. Je me suis lancée dans une aventure pour laquelle je ne suis absolument pas formée. Apprendre à lire à une élève de 6e, non lectrice. Je sais que je ne suis pas la mieux placée pour le faire, mais après avoir alerté le chef d'établissement, le médecin scolaire, la conseillère d'orientation, rien ne s'est produit et je n'ai pas voulu abandonner cette gamine. Face à cette question récurrente, je décide de partager via un petit blog qui est resté fort confidentiel l'outil que nous avions créé au fil du temps pour mon élève et qui s'était avéré très encourageant. Les 3 premiers modules étaient en téléchargement libre. Donc là, on voit à l'écran ce que pouvaient donner au départ les premiers brouillons de permis de lire qui avaient été mis en page avec les moyens du bord. Et donc nous appelions au départ ces 12 parties des modules. Et le terme étape est venu un petit peu après parce qu'il montre bien mieux le cheminement qu'il faut pour accéder à l'écrit, les efforts à déployer, et ainsi il reste dans le même champ sémantique que le permis que nous allons obtenir. Donc 3 modules étaient en libre accès, et pour obtenir les suivants, je souhaitais que les premiers utilisateurs me fassent un retour d'expérience afin de voir comment cet outil était reçu dans les classes, sur ce qui marchait bien, sur ce qu'il fallait améliorer. On va voir sur la diapo suivante quelques retours qui m'ont été faits, qui se sont avérés en fait plus enthousiastes que prévu, parce qu'en fait cet outil répondait à un besoin réel du terrain. Je vais lire un extrait du premier. Je me permets de vous écrire à nouveau pour vous faire un deuxième retour après le 4e et dernier module en ma possession que nous terminerons demain avec mes 2 élèves. Ces dernières ont fait d'énormes progrès auxquels je ne m'attendais pas aussi vite. Elles déchiffrent de plus en plus rapidement et sont maintenant capables de lire plusieurs petites phrases simples en les comprenant. Et le deuxième paragraphe de ce premier post est super intéressant puisqu'il concerne la police. Effectivement, nous utilisions une police qui n'était pas très adaptée à l'époque, chose qui a été modifiée dans la version finale. Un autre collègue m'avait fait un retour. Mon élève de CE2 avance à grands pas, on va bientôt finir le module 3. Et la semaine dernière, il m'a dit « Madame, en fait, je savais toujours lire, j'avais juste un peu oublié. » Un grand merci pour lui. Une autre collègue me fait aussi un retour intéressant. Cet outil a aussi la vertu de me faire sentir utile. Je ne fais pas rien pour lui et je ne suis pas complètement perdue parce que j'ai cet outil. Pas parfait, pas idéal, pas gagné d'avance, mais quelque chose qui me semble-t-il apporte du positif dans ma matinée. Enfin, un dernier témoignage. Merci pour ce travail très utile pour les profs et surtout salvateur pour les élèves. L'enseignante de CM1 qui a 7 élèves cette année souhaite mettre en place un décloisonnement 2 fois par semaine pour que je puisse continuer cette méthode. Donc, c'est à partir de ces retours que l'idée a germé sur une possible publication de cet outil en format papier. Et c'est là qu'a commencé la recherche d'un éditeur. Au début de l'année 2020, les éditions MDI forment autour du projet une petite équipe de professionnels qui nous a beaucoup encouragés, d'abord à étoffer les premières étapes, les premiers essais, à rendre cet outil beaucoup plus progressif, plus rigoureux, à s'interroger sur la pertinence de chaque texte, de chaque exercice et même de chaque phrase qui était donnée à lire, et aussi à varier au maximum les types de textes. Dans chaque étape, l'équipe nous a incité à aller de la plus petite unité du langage écrit jusqu'à la plus grande, c'est-à-dire qu'on commence par la découverte des graphèmes que l'on combine avec les syllabes et après quelques gammes, on entre dans la lecture de mots, de phrases et de textes. Donc aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes, on a été à même de vous proposer le cahier permis de lire, qui est une forme hybride entre le fichier
d'exercices et le manuel de lecture, puisqu'il regroupe à la fois les textes et les exercices systématiques, exercices de combinatoire, d'étude de la langue, de compréhension. J'en ai fini pour ce bref historique. Je vais pouvoir passer la parole à Laurence, qui va maintenant répondre à la question « À qui s'adresse Permis de lire ?» Merci beaucoup Muriel. Donc, bon, moi je me présente très rapidement. Je m'appelle Laurence Pierson. J'ai été pendant longtemps, pendant presque 20 ans, maîtresse d'école. Et entre autres, dans mon parcours, avant de faire du CP, j'ai fait longtemps de la CLIN pendant plusieurs années, 4 ans je crois, ou 5, je ne sais plus. La CLIN était l'ancêtre des UPE2A, c'est-à-dire des classes d'accueil pour les élèves non francophones. Donc, j'ai été confrontée dans ma classe au problème des élèves qui étaient grands et qui étaient non lecteurs, parfois très bien scolarisés dans leur langue d'origine, parfois pas scolarisés du tout dans aucune langue, des profils extrêmement variés, mais le point commun était toujours qu'on allait leur proposer des méthodes de CP qui n'étaient pas forcément adaptées à des enfants qui avaient 8, 9, 10, 11 ans. Parce qu'on mettait souvent en CLIN les enfants de 11 ans plutôt que de les mettre en collège. C'est plus facile pour eux, quand ils avaient juste 11 ans, d'être dans une école primaire, on les accueillait plus facilement. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai beaucoup travaillé sur l'apprentissage de la lecture avec des élèves plus grands à ce moment-là. Et puis, effectivement, on a créé donc avec Muriel Permis de lire, et je voudrais dire un petit peu à qui on s'adresse, mais c'est surtout une liste qui va être totalement non exhaustif, puisque c'est un produit qui, à ma connaissance, est nouveau et qui, à mon avis, a un public beaucoup plus large que ce qu'on croit. Donc, premier public, les enfants qui ont raté le coche de la lecture. Des enfants comme celui dont Muriel vous a parlé, qui ont fait 3 ans, voire 4 de cycle 2 et qui savent toujours pas lire parce que parce qu'en fait, s'ils n'ont pas bien appris au CP, même en redoublant le CE1, c'est pas forcément très efficace, parce qu'ils ont été, puis il y a des enfants qui ont, je sais pas quoi, été malades ou une crise familiale l'année du CP, ou se sont retrouvés pour une raison quelconque peu disponibles pour les apprentissages à ce moment-là. Et le temps d'apprentissage étant finalement relativement court, ensuite, c'est des élèves qui passent de classe en classe, non lecteurs, et ça pose un nombre de problèmes que je ne vais pas détailler parce que vous les connaissez largement aussi bien que moi. Donc, on pense d'abord à ces élèves-là, les élèves qui ont raté le coche, et on ne leur propose pas tellement de méthode de la deuxième chance actuellement. Deuxième public qui peut avoir une intersection avec le précédent, les enfants avec des troubles 10. Alors, on regroupe sous le nom de troubles 10 des choses extrêmement variées qui vont aller des troubles de l'attention jusqu'aux dyspraxies visio-spatiales, les dyslexies, dysgraphies, etc. Mais de manière générale, ces élèves qui ont besoin d'outils qui soient clairs, qui soient simples, qui soient aérés, pourraient être vraiment aidés, à notre avis, par la méthode Permis de lire qui est quelque chose que réclament beaucoup les enseignants qui sont confrontés à ces troubles 10 dans leur classe. Et puis, il y a bien sûr, comme j'en parlais à la seconde, des élèves allophones, qui soient totalement non francophones, qui soient un petit peu francophones, mais ceux qu'on regroupe parfois, dans le meilleur des cas, dans les UPE2A, mais qui bien souvent se retrouvent dans les classes ordinaires, faute de place en UPE2A ou faute de structure adaptée. Depuis qu'on a commencé à parler de permis de lire autour de nous, on a pas mal de gens qui nous contactent en nous disant « Ah, ça tombe bien parce que justement, j'ai un petit Afghan qui va arriver dans ma classe de CM1 à la rentrée et j'ai pas d'outils pour lui. Ah, tu fais bien de m'en parler parce que j'ai une petite Roumaine, elle a pas du tout été à l'école, elle parle français, mais elle a du mal, etc. » On a besoin d'outils pour ces enfants qui sont peu ou pas francophones. Et puis, bien entendu, il y a les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, les RASED, qui, bien entendu, font très bien leur travail. Il y a des maîtres et des maîtresses qui travaillent pour aider les élèves en difficulté de lecture, mais ils ont souvent très peu de temps à consacrer à chaque élève, et ce qui est très difficile pour eux parce qu'ils interviennent sur un très grand nombre de classes, c'est de faire le lien avec chaque enseignant. Donc là, on s'est dit que cet ouvrage pourrait être quelque chose que l'élève pourrait avoir dans la classe, mais aussi amener au maître au moment où il va aller dans le temps qui est consacré au soutien, et pouvoir avoir un temps où quelqu'un qui est en plus spécialisé pourrait l'aider
de manière plus approfondie, mais ensuite revenir, faire le lien dans sa classe pour pouvoir continuer à travailler sur le même outil avec son maître ou sa maîtresse, voire une partie du temps en autonomie. Et puis, dernier public, enfin, justement pas dernier public, mais dernier qu'on a identifié dans le cadre scolaire, les élèves de l'enseignement spécialisé, que ce soit les élèves qui sont véritablement dans un cadre scolaire, en Ulysse, Ulysse École, Ulysse Collège, ou en SECPA, mais aussi qui ne sont pas dans le cadre scolaire puisqu'ils sont en institut médico-éducatif, mais où il y a des enseignants qui interviennent dans le cadre de ces IME et qui font la classe aux élèves pendant les temps où ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très vaste et, à mon avis, qui pourrait même être amené à s'élargir. Je dis ça parce que j'ai eu très récemment une question d'une dame qui cherchait un outil pour un jeune adulte parfaitement francophone, mais illettré, qui cherchait un outil pour travailler seul en autonomie sur l'apprentissage du français. Et je lui dis, enfin, l'apprentissage de la lecture, pardon. Je dis, mais justement, ça se tente. Voilà, Marjorie, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions qui sont arrivées? Oui, alors moi, j'avais noté une question qui avait été formulée pendant les inscriptions. Un parent qui dit « Je suis parent, est-ce que je peux utiliser cette méthode pour accompagner mon enfant ?» Alors là, oui, bien entendu, c'est ce que je disais dans la question des publics qui peuvent être beaucoup plus vastes. Là, aujourd'hui, comme c'était plutôt un webinaire à destination des enseignants, on sait vraiment on a fait une liste de cadres où il y a des enseignants, mais bien entendu, il y a beaucoup d'autres gens qui interviennent autour des enfants qui ne savent pas lire. Il peut y avoir bien entendu les familles, les parents, les grands-parents qui sont souvent très impliqués dans l'éducation de leurs petits-enfants, mais aussi les animateurs ou autres personnes qui travaillent sur le soutien scolaire. Et à un moment, j'avais aussi travaillé avec des éducateurs qui travaillaient soit pour le ministère de la Justice quand il y avait des mineurs qui étaient suivis, soit pour les foyers où les enfants étaient placés. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui peuvent intervenir autour des enfants. Et l'idée de faire un outil qui soit simple, facile à prendre en main et qui ne nécessite pas d'avoir une formation pédagogique complète pour se l'approprier, ça nous semble effectivement quelque chose qui peut servir, à notre avis, à beaucoup de gens. Et bon, c'est quelque chose de nouveau, ça vient de sortir. Donc, on saura avec l'expérience si cette idée qu'on a que ça peut être beaucoup plus vaste que le simple cadre de l'école est une idée qui est réelle ou pas. Et il y avait une deuxième question, alors je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour la poser, mais je la pose et tu nous diras. Est-ce que cette méthode s'étend sur une année de scolarité complète ? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Pas forcément. Permis de lire n'est pas du tout une méthode qui est organisée dans le temps de l'année scolaire. Déjà, on ne sait pas du tout quand vous allez la commencer. Pour autant que je sache, peut-être que votre élève qui arrive tout droit de Tchétchénie, il arrive le 1er janvier au moment de la migration, ou bien il a déménagé, il vient d'une autre école, ou alors c'est un élève qui est dans l'école depuis 3 ans, mais il n'était pas du tout disponible pour les apprentissages. Il y a eu tout un travail qui a été fait en amont par l'enseignant avant de pouvoir, comme disait Muriel tout à l'heure, qui commence à s'intéresser à la lecture et qui commence à essayer d'y arriver. Donc, on ne sait pas à quel moment ça va commencer. On ne sait pas non plus quel temps les gens vont pouvoir mettre, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir être consacré à l'utilisation de la méthode et puis à quelle rapidité les enfants vont apprendre. Donc, c'est vraiment une méthode qu'on a conçue par étapes. Donc, il y a 12 étapes qui sont symbolisées par une espèce de circuit là au début du bouquin, comme ça. Vous voyez, hop, je vais me mettre comme ça, où on commence là, et puis on fait étape 1, c'est un circuit, et puis à la fin, on arrive sur la ligne d'arrivée. Et ces étapes-là, elles ne sont pas du tout liées à l'année scolaire. Pour vous donner un exemple sur les thèmes abordés, à un moment, on a un texte qui parle de la tradition de la bûche de Noël. Donc, ça pourrait induire l'idée que ce texte devrait spécifiquement être vu en période de Noël. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans la même étape, on a un autre texte qui est sur Halloween. Donc, on n'est pas en même temps à Noël et à Halloween. L'idée, c'est qu'on est plutôt sur le thème des fêtes, parce que ça nous semble un thème culturel intéressant, mais qu'on ne veut pas induire ni de manière explicite ni de manière implicite un déroulé d'une année scolaire.
il est tout à fait possible que certains élèves, je pense à des élèves d'IME, puissent aborder la méthode sur 2 ans, sur 3 ans, peu importe, tant qu'ils avancent en fonction de leur disponibilité aux apprentissages, de leur capacité cognitive. Ça peut se faire lentement, ça peut se faire vite. On peut avoir au contraire des avancées fulgurantes. Je pense que vraiment, ce n'est pas du tout un livre qui est lié sur l'année scolaire. Et puis le but, surtout si on est en classe ordinaire, le but, c'est que l'élève puisse rattraper le plus rapidement possible ses camarades et profiter le plus possible des temps de classe qui ne sont pas spécifiquement destinés à lui ou à son petit groupe. Est-ce que tu as d'autres questions, Marjorie, ou est-ce qu'on passe au grand principe? On peut passer au grand principe pour l'instant, oui. D'accord. Alors, les grands principes de permis de lire. Alors, le tout premier grand principe pédagogique, c'est celui d'une progression qui est strictement graphémique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, vous savez que les recherches en sciences cognitives prouvent que l'entrée graphémique est plus efficace. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas prendre, par exemple, le son S et chercher toutes les manières dans la langue qu'on peut avoir de faire le son S et faire la maison du S avec toutes les graphies possibles, mais au contraire, partir de la lettre et voir quels sons elle fait et quels sons elle fait de la manière la plus fréquente. Là, on est sur l'étape 3. On va voir le S, Z, J, Ch, qui sont des sons relativement proches, comme ça, je suis un temps. Et donc, on va partir de la lettre et du son le plus fréquent qu'elle fait. On ne va pas du tout aborder à ce stade-là, par exemple, le cas du S qui se trouverait entre 2 voyelles et qui aurait un son tout à fait différent. Le truc a sauté. Qui aurait un son tout à fait, oups, ça ressaute, différent, disais-je. Donc, quand on va aborder les graphèmes, on va les aborder en essayant de donner un petit texte de présentation qui va s'appuyer sur le son, qui va aborder le son de ce graphème-là. Ça va donner siffle comme un serpent pour dire le de salade auquel on va ajouter, oups, où suis-je, voilà, éventuellement la gestuelle Borel-Maisoni pour ceux d'entre vous qui la pratiquent, que je recommande très vivement comme support supplémentaire. Il zozote et vibre dans ta bouche le z de 0. Vous voyez qu'on est sur les appuis phonatoires. Il vibre juste un peu dans ton cou, le j de jupe. Et il se avec les lèvres en avant, le ch de chocolat. Donc, ces petits textes-là, qui sont des textes de présentation du graphème et du son associé, sont abordés pas tout seul, contrairement à ce qui se fait dans les méthodes de CP, mais par petits lots. Là, il y en a 4, souvent c'est 4, parfois il y en a un peu plus, un peu moins. Mais la base, c'est plutôt 4, parce qu'on s'adresse à des élèves plus grands, parce qu'on veut aussi avoir rapidement suffisamment de son pour pouvoir faire de la combinatoire de manière intéressante. Et donc, ils sont également réécoutables par l'élève si vous avez le biblio-manuel, parce que l'enseignant va lui présenter, bien entendu, le son, mais après, il peut avoir besoin de réécouter plusieurs fois. Donc, tout a été enregistré. Vous voyez ici un petit casque qui est représenté à côté de la consigne, qui indique clairement que c'est une partie qui est particulièrement intéressante à réécouter, éventuellement en autonomie. Voilà. Sinon, un autre principe qui me tient particulièrement à cœur en tant que graphopédagogue, c'est bien entendu le lien entre l'écriture et la lecture, puisque je suis intimement persuadée, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est assez largement prouvé, que c'est en apprenant à écrire qu'on apprend le mieux à lire et pas le contraire. Donc l'écriture, le fait d'être actif, mais aussi le fait d'écrire à la main et pas au clavier, et c'est maintenant avéré un support puissant de mémorisation et d'intégration de la lecture. Donc, à chaque fois qu'on va apprendre des sons, là, ces 4 sons qu'on vient de voir, on va ensuite se les écrire, s, z, j, ch, se les écrire en cursive et en prononçant leur son pour qu'à ce geste cursif soit associé le son de la lettre dans le cerveau de l'enfant. Vous voyez que cette fois-ci, il y a un petit logo qui représente une vidéo, ce qui m'amène au point suivant, qui est le lien, l'aide à l'autonomie, puisqu'on a ce petit logo casque aux endroits où ça vaut la peine d'écouter.
et le petit logo vidéo, un endroit où il y a quelque chose à regarder. Donc là, en ce qui concerne l'écriture, on le verra tout à l'heure, ce sont des animations qui montrent le tracé correct de la lettre. Ça nous semble aussi une aide importante pour le cas où l'élève se retrouverait en autonomie. Et puis, un autre principe qui nous a guidés, c'est l'idée de se dire, pour aller toujours avec l'aide à l'autonomie, que les consignes, certes, étaient explicites, elles sont écoutables avec le bibliomanuel, elles sont écrites en toutes lettres, pas encore déchiffrables par l'élève, mais bien entendu, peuvent être lues par l'adulte. Mais on a aussi voulu rentrer dans la consigne par l'exemple. Donc, à chaque fois qu'il y a une consigne, vous voyez là, la consigne est très simple, il y a un sabot, il faut entourer ce sabot, et l'enfant, on pense, ne va pas forcément aller écouter la consigne ou la lire, mais va regarder ce qu'il faut faire et se dire, bah, il faut faire pareil, il faut entourer le mot qui va bien. Est-ce que c'est un canevas, une cabane, une caravane? J'entoure celui des trois qui va bien. Barre l'intrus, trouve la lettre muette. Vous voyez, le T de saut est en vert puisque c'est l'exemple. Et on va se dire, ben, si saute, ça fait saut. Peut-être que forte, ça va faire fort avec un T, etc. Donc, c'est tous les exercices sont présentés avec un exemple en vert, ce qui nous semble une aide importante également à l'autonomie, à l'appropriation de l'outil. Une dernière chose qui nous tient énormément à cœur et dont Muriel a parlé tout à l'heure en tant que principe de base qui nous mouvait, c'est la situation de réussite. Et il nous semble extrêmement important déjà de ne rien laisser dans l'ombre, parce que souvent les élèves qui ne savent pas lire, en fait, ils savent des choses. Ils savent des choses disparates qui sont un peu désorganisées. Donc, ça nous semble important de tout revoir vraiment de A à Z en reprenant tous les sons, toutes les étapes, mais aussi en reprenant au début, du coup, de mettre assez rapidement l'enfant en situation vraiment de réussite, puisque ça va être facile. Il ne faut pas oublier que les élèves non lecteurs, à l'exception des migrants qui viennent d'arriver, sont souvent des élèves qui sont en très grande souffrance, parce que c'est une vraie souffrance que d'être dans un CE2 sans savoir lire un mot alors que tous les camarades savent le faire. Ça fait du mal à la personne qui se sent nulle. Et donc, prévoir des étapes avec des situations de réussite où l'enfant va pouvoir se colorier en jaune, ses petites étoiles comme sur Google pour se donner à lui-même sa note, sachant que, contrairement à ce qu'on fait sur Google, si on n'en a colorié que 3 dans un premier temps, on peut tout à fait revenir sur les exercices et continuer à avancer pour pouvoir se sentir plus à l'aise et finir par colorier cette étape. Ça va avec ce que je vous ai montré tout à l'heure du coloriage des étapes, où on a aussi des feux verts à chaque étape pour dire, ben voilà, je passe à l'étape suivante, je colorie mon feu et j'avance et j'avance et j'avance. Voilà. Par ailleurs, sur la diapo suivante, on va voir que dans Permis de lire, on propose des écrits qui sont entièrement déchiffrables, à l'exception notable des consignes. Tout ce qui n'est pas déchiffrable, de toute façon, est entendable par l'élève. On n'a jamais enregistré ni les textes, ni ce que les enfants devaient lire, puisque ça, justement, ça ne doit pas être une lecture magistrale, ça doit être une lecture par l'enfant pour qu'il se l'approprie. La batterie d'exercices, et ce sont des exercices extrêmement progressifs. Vous voyez là, par exemple, un exemple très simple. On a inventé aucune catégorie d'exercices. Ce sont des exercices qui existent depuis que l'école existe. Lis les phrases, puis entoure celle qui correspond à l'image. À la place de mettre des numéros pour que ce soit plus simple et moins lourd, on a mis des couleurs. Alors, je sais pas, violet, orange, etc. Donc, là, il faut entourer, bien sûr, Samy a vu la mariée, elle est jolie. C'est un petit peu fin parce qu'il ne faut pas entourer le marié est ému, parce que c'est le marié et pas la mariée. Donc, on a des phrases qui peuvent être relativement proches entre lesquelles il faudra choisir. Ensuite, remets les mots dans l'ordre pour former des phrases et puis relis le début et la fin de la phrase. Et surtout, c'est après, recopie-le. Il ne suffit pas de mettre, je fais 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, mais ensuite on va copier puisqu'on est toujours dans cette idée que l'écriture cursive est un moteur important de l'apprentissage. Donc, une fois qu'on a écrit Sarah est jolie, enfin qu'on a reconstitué, on va l'écrire en toutes lettres. On présente aussi également des documents authentiques. Ça, c'est un choix fort qui a été fait depuis le début, puisque vous avez vu sur les premiers brouillons qu'on vous a montré tout à l'heure
que déjà on avait mis des boîtes de jeux de société. Je crois que c'est ça qu'on a montré tout à l'heure. Vous savez que quand un enfant commence à savoir lire, quel que soit son âge, en tant que parent, on est toujours frappé par le fait qu'il commence à lire partout autour de lui. Il commence à lire les noms des stations, il commence à lire les enseignes des magasins, le paquet de céréales, le programme de la machine à laver. Quand il voit des écrits autour de lui, il commence à dire « Ah, mais ça, je peux le déchiffrer, je peux le déchiffrer ». Et même si c'est pas intéressant en soi, la joie est de savoir déchiffrer. Donc, on a voulu essayer d'accompagner cette jubilation de la découverte du fait qu'on peut lire des tas de choses autour de soi. Évidemment, au début, quand on a à sa disposition 4 malheureuses consonnes, c'est vraiment très peu. Donc là, on a mis des titres de séries qui peuvent se lire avec seulement les voyelles et nos consonnes qu'on a déjà vues là. Donc ça doit être le module, l'étape 3, je crois, où on présente des documents authentiques. Donc il y a, Muriel vous en présentera d'autres tout à l'heure, ce qu'on a appelé les lectures dans la vie pour inciter l'enfant à se mettre en position de lecteur dès qu'il voit des lettres quelque part autour de lui. Et puis, bien sûr, il y a des textes extrêmement variés. Donc, quand on est sur l'étape, on est sur les étapes du début où on a vu très peu de sons, on est réduite à écrire des textes qui sont assez pauvres en vocabulaire, mais qui vont toujours être vus en lien avec la compréhension. Au début, les textes sont très courts et puis, bien entendu, très rapidement, ils vont s'enrichir des nouveaux graphèmes qui ont été étudiés et devenir de plus en plus longs et puis être très variés. Muriel vous présentera tout à l'heure une partie des types de textes qu'on aborde dans la méthode. Marjorie, à ce stade, est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, tout à fait. J'ai un certain nombre de questions. Alors, je commence avec la première. Cet outil est-il utilisable en parallèle d'une autre méthode utilisée en classe sans créer de conflit d'apprentissage? Alors, ça, c'est une question. Si c'est pour prendre une autre méthode de lecture utilisée en classe, honnêtement, ça ne me semble pas très pertinent, puisque là, on est dans une situation où ce n'est pas toute la classe qui apprend à lire, parce que toute la classe apprend à lire au CP. Ou alors on est dans une classe où il n'y a que des non-lecteurs, une classe spécialisée. Dans ces cas-là, pourquoi prendre une méthode de CP? Parce que les méthodes de lecture pour les grands, à ma connaissance, il n'en existe pas d'autres. Donc si c'est avec une autre méthode de lecture, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt parce que cette méthode, elle a sa logique, elle a sa cohérence et l'idée, c'est justement d'arrêter de faire du bricolage en prenant des trucs à gauche, à droite, de faire quelque chose de très construit. Si par contre la question, c'est par rapport à d'autres manuels qui seraient présents dans la classe, des manuels de français, de conjugaison, de grammaire. L'idée, c'est au contraire, oui, bien sûr, de progressivement, au fur et à mesure qu'il avance dans le permis de lire, l'élève nouveau lecteur, néo-lecteur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, va pouvoir progressivement profiter beaucoup mieux des cours dans les autres matières, en découverte du monde, etc. Donc oui, on pourra utiliser d'autres manuels, mais utiliser un autre manuel de lecture, non, ça ne me semble pas pertinent. On a quand même affaire à des élèves qui sont fragiles généralement, donc si on commence à les embrouiller, ça ne me semble pas une bonne idée. Bien sûr. Alors, une deuxième question concernant les regroupements graphèmes par lot, si je puis dire. La question, c'est ne génère-t-on pas des confusions en abordant plusieurs sons à la fois? Alors, effectivement, si on les… L'intérêt par exemple, quand on fait sur les chuintantes, l'intérêt de voir plusieurs sons à la fois, c'est justement de bien les différencier, parce qu'en fait, le ch n'est pas difficile en soi. Ce qui est difficile, c'est le ch par rapport au z, d'apprendre à bien les différencier. Donc, si on a des élèves qui ont des difficultés de prononciation, alors c'est beaucoup plus rare les osotements ou autres sur des enfants plus grands, ou si on a des élèves qui sont non francophones, donc le fait de les voir en opposition les unes par rapport aux autres les aide au contraire à mieux les différencier. Il est tout à fait possible que les enfants n'arrivent pas à prononcer correctement ces lettres. Par exemple, sur le che, le je, je prends l'exemple des élèves chinois. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des élèves chinois dans ma classe de clean. J'en avais la moitié de ma classe. Ça représentait la moitié de ma classe. Les enfants, quand je leur disais un chou, une joue, ils me disaient, maîtresse, tu as dit 2 fois la même chose. Ils n'entendaient pas la différence entre chou
et joue, parce que ce sont des phonèmes qui ne font pas partie du chinois. Et les petits, ils entendaient, ceux qui avaient 6 ans, mais ceux de 11-12 ans qui ont déjà l'oreille bien formatée, ils n'entendaient pas. Donc ça a été un apprentissage de les distinguer les uns des autres, avec justement l'appui sur la gestuelle entre le ch, le j, le ch, le je, en passant par des étapes où justement ils ne sont pas encore capables de former le son, mais ils peuvent vous montrer avec les gestes lequel ils ont entendu et lequel ils savent qu'il faut mettre. Donc ça nous semble intéressant à nous de ne pas aller non plus trop lentement aussi, parce que ce sont des élèves qui généralement ont quand même déjà, comme je disais tout à l'heure, des connaissances qui sont éparses, et si on va trop lentement, on a peur aussi de perdre en route du monde, parce que notre but, c'est quand même d'arriver assez rapidement au sens. On a aussi le fait qu'on s'intéresse à des élèves beaucoup plus grands. Bien entendu, c'est à chaque enseignant de moduler en fonction de son public. Peut-être que pour certains élèves d'IME qui ont véritablement des grosses difficultés cognitives, il faudra que l'enseignant fasse le choix d'y aller lentement, de passer une journée sur chaque son avant de passer à la suite. Mais généralement, c'est en les mettant en opposition qu'on arrive à mieux les distinguer. Alors, on m'a précisé après que la question a été posée notamment pour les élèves 10, en fait. Oui, bah, les élèves 10, généralement, ça dépend 10 quoi pour le coup. Si ce sont des élèves dyslexiques, généralement, le problème, c'est pas du tout. Les élèves dyslexiques ne sont pas des élèves qui ont des problèmes cognitifs. Ce sont des élèves qui ont des problèmes de perception, en fait. Et donc là, on a sur une police de caractère qui est bien distinguée. Donc ça, normalement, ça devrait les aider. Mais ce ne sont pas des élèves qui ont des problèmes de conceptualisation intellectuelle. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas. C'est souvent des élèves très intelligents. Donc le problème, c'est un problème de perception et justement de distinction. Donc moi, ça me semble intéressant. Mais un élève dyslexique, par exemple, n'a aucune raison d'avoir des problèmes de prononciation. Par contre, s'il y a des dyspraxies visuospatiales, c'est un petit peu différent. Mais disons qu'en tout cas, les élèves 10 n'ont pas de raison cognitivement de ne pas pouvoir aborder un nombre de phonèmes important. Je crois que le problème n'est pas là, à mon avis. Après, tout dépend, bien entendu, de chaque cas particulier. Hein. Les élèves 10, très variés. Alors, une dernière question, mais on va peut-être l'aborder dans la suite de la présentation. Quelle est la place de la compréhension dans Permis de lire? Ah bah, elle est essentielle. Vous allez voir, effectivement, Muriel va maintenant dérouler un module pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et là, vous allez voir que la compréhension est à toutes les étapes. Il y a un tout premier démarrage avec des gammes mécaniques où on va lire des syllabes, puisque il faut quand même bien commencer par là. Mais la compréhension, elle est présente tout de suite, dès le début, que ce soit avec les lectures dans la vie, avec les exercices systématiques, avec les découvertes de textes et encore plus avec la production écrite. Je crois que c'est le bon moment pour te passer la parole, Muriel, pour que tu nous déroules un module. Comme ça, on verra plus clair sur le contenu. Ce sera peut-être la meilleure réponse. Merci Laurence, tout à fait. Donc, on va parcourir l'étape 2 ensemble, donc pour voir la progression au sein d'une étape. Et aussi, on ne s'interdira pas aussi de faire le lien avec la progression d'ensemble de permis de lire. Donc, chaque étape commence par une présentation des graphèmes qui vont être travaillés. Laurence a déjà parlé tout à l'heure du tableau de l'étape 3. Là, on est dans l'étape 2, donc avec 4 graphèmes le, me, reveux. Les graphèmes qui seront largement entraînés au niveau combinatoire dans cette étape. C'est la seule partie, donc elle vous l'a déjà dit, Laurence, qui n'est pas entièrement déchiffrable par l'élève. Et dans le guide du maître, on va développer un petit peu la façon d'aborder ces tableaux avec votre élève. Donc, après quelques exercices de repérage de ces graphèmes dans des mots, on va rapidement les combiner avec les voyelles précédemment étudiées pour donner à lire un tableau de syllabes. Bon, c'est un exercice souvent contraignant, rébarbatif, mais qui va demeurer un bon passage vers l'automatisation. Quelques petites variantes peuvent le rendre un petit peu moins rébarbatif et faire travailler l'affluence. On peut imaginer des jeux de rapidité. Combien de temps on met à la première lecture, puis à la deuxième, et ça permet, ou voire à la troisième, ce qui permet d'évaluer les progrès, de montrer concrètement les progrès à l'élève. On peut imaginer de lire horizontalement, ce qui est le plus simple, de lire les colonnes verticalement. On ne s'est pas interdit de mettre des syllabes inversées, ainsi que des trigrammes.
Après des exercices sur les syllabes où il s'agit notamment de compléter des mots, on arrive à une double page qu'on a appelée page mots, qui commence elle aussi par un tableau entièrement décodable. Les mots, ils sont classés selon leur nature grammaticale, ce qui peut rendre possible une éventuelle incursion dans le champ de la grammaire. Ensuite, une double page phrase propose de travailler la compréhension par différents exercices. Un petit extrait de l'étape 2, où l'on demande de reconstituer certaines phrases avec le début et la fin. Donc là, on est vraiment dans la compréhension. Pour permettre une respiration au sein de chaque étape, on a également intégré ces lectures, ces fameuses lectures dans la vie, dont on va montrer quelques exemples. Donc cet exemple-là concerne l'étape 1, la première étape, qui est quand même assez particulière puisqu'elle ne concerne que les voyelles de notre langue. Et donc, il nous était impossible là de donner des mots à lire. Donc, il s'agit là simplement de relever les voyelles dans des documents toujours authentiques, ce sont des titres de magazines. Très vite, en étape 2, comme on va le constater maintenant, on dispose de quatre consonnes, ce qui nous a permis de proposer des titres de films. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse en montrant qu'à chaque fois, l'élève est amené à être actif sur ses lectures. Là, il s'agit de retrouver un personnage, donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas difficile, de recopier le titre du film, et au fur et à mesure, cette tâche de reconnaissance va demeurer récurrente, mais de plus en plus complexe. Les pages de lecture dans la vie donc, sont au nombre de 14 dans Permis de lire. Là, on voit celle de l'étape 7, donc étape qui concerne les fêtes d'Halloween et de Noël. Elle est présentée comme un catalogue de costumes et, encore une fois, il doit prélever des indices dans ces images pour retrouver de quel costume il s'agit. La lecture dans la vie suivante concerne l'étape 9, il me semble, oui. L'étape 9, avec des enseignes qui existent réellement, que l'on peut voir autour de nous. Et puis toujours une petite recherche avec des personnes dont on doit deviner le métier grâce à la lecture de ces différentes enseignes. Dans les exercices concernant les mots et les phrases, donc c'est pas interdit également de façon ponctuelle et toujours implicite des petits exercices de grammaire en insistant particulièrement sur les lettres muettes, désinences verbales, marques du pluriel ou marques morphologiques. Donc, il nous a semblé que la reconnaissance de ces différents éléments, qu'on n'était pas obligé de nommer, mais était indispensable au décodage et à la compréhension de ce qui est lu. Donc, un petit exercice ici pour illustrer l'exercice précédent, donc illustrer une famille de mots. On passait donc du masculin de l'adjectif au féminin. Donc, c'était sur la formation de l'adjectif, avec donc, on insiste sur le fait que cette lettre finale est muette. On trouve également quelques tableaux de conjugaison. Là, il s'agit de le reproduire grâce à l'exemple et de constater que certaines désinences verbales sont tout à fait muettes, mais qu'elles sont reliées à leur sujet pronominal. Enfin, le dernier exemple qui appartient à la rubrique phrase. Donc ici, l'élève doit choisir la bonne désinence, E ou NT, en mettant en correspondance le verbe et son sujet, donc ce qui requiert une lecture très très fine de chaque phrase. Donc ici, on a le graphème, on n'a pas le graphème en, et le graphème en n'arrivera que très tard dans Permis de lire, afin de bien assurer tout de suite cette double lettre muette à la fin, la NT. Et là encore, on a toujours cet exemple en vert qui permet de comprendre assez vite ce dont il s'agit. Je parlais au début du webinaire d'une forme hybride entre manuel et fichier. Alors effectivement, le cahier contient de nombreux textes à lire. Donc des textes qui ont été rédigés ou adaptés par nos soins et qui sont toujours suivis d'un exercice de production d'écrit. Donc un des types de textes le plus variés possible est écrit toujours dans l'optique de ne donner à lire que du décodable. Donc là, on voit le petit texte proposé dès l'étape 2, donc qui se présente sous la forme d'un poème. Plus tard, quand nous disposerons d'un plus grand nombre de graphèmes, on pourra adapter, donc on pourra proposer des textes documentaires. Celui-ci est proposé dès l'étape 5. Puis, Laurence vous en a parlé tout à l'heure, ce texte historique qui nous raconte
via le petit personnage qui est une petite fille née à la fin du Moyen-Âge, qui nous raconte la traditionnelle bûche de Noël, qui est aujourd'hui un dessert, mais qui n'était pas forcément autrefois. Et puis, on y trouvera aussi des contes plutôt traditionnels. Donc, ce conte de Charles Perrault, Le Chaboté, qui a été découpé en 5 chapitres. Et puis, un conte africain également, donc, qui n'est pas illustré ici, mais qui est présent dans Permis de lire. Il y aura ici également une petite adaptation d'un… Ah voilà, un autre type là qui est fort intéressant, c'est une planche de bande dessinée donc, qui a été faite spécialement pour notre outil et qui nous transporte dans une école des années 1900. On pourra aussi y trouver donc, des dialogues de type théâtral, un article de journal qui va reprendre le célèbre Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. On trouvera aussi l'adaptation d'un fabliau du Moyen-Âge extrait du roman de Renard, ainsi que des textes un peu plus performatifs comme la recette, qu'elle soit réelle ou un petit peu farfelue. Et enfin, pour terminer Permis de lire, on a pu proposer un réel extrait de littérature de jeunesse. Donc, il s'agit du début du roman de Carina Rosenfeld qui est intitulé Moi, je la trouve belle. C'est un petit roman de fiction qui a été publié très récemment par les éditions Syros dans leur collection Mini Syros Soon. Alors l'histoire, c'est un collégien qui reçoit sa correspondante venue de la planète Slibutia et il va lui permettre d'intégrer son univers. Donc par ce début là on ne voit que le tout début, mais il y a plusieurs pages à la fin de Permis de lire. Donc c'est une très belle histoire dont on espère que l'enfant aura envie de lire la suite et qui raconte cette rencontre entre terriens et extraterrestres et qui, avec une portée philosophique derrière quand même, puisqu'il interroge beaucoup sur l'acceptation de la différence en général. Donc des textes variés et qui sont systématiquement suivis d'un exercice de production d'écrit. Cet exercice vient clore chaque étape. Et pareil, ces productions d'écrit sont bien sûr organisées de façon très progressive tout au long de Permis de lire. Là, on va voir les deux extrêmes. Celui proposé à l'étape 2 et celui de l'étape 11. Donc, on passe de la copie à un vrai texte d'invention, à une vraie rédaction d'invention. Donc, en lien avec l'étape sur les recettes, là, on demande d'écrire une propre recette farfelue et l'enfant peut choisir les ingrédients. Et dans l'étape 1, il s'agit, on le voit simplement, de recopier le petit poème que l'on vient de lire, avec quand même la contrainte de présentation propre à ce type d'écrit. Entre ces deux extrêmes, on passera de la copie intégrale à une copie plus sélective. Donc là où l'élève va être obligé d'aller chercher dans des textes un peu plus longs, un peu plus conséquents, être obligé d'aller chercher des phrases afin d'illustrer des images. Donc il va légender des photographies pour les textes documentaires, légender des illustrations pour les textes narratifs. Et on proposera aussi, par exemple, on lui proposera d'inventer des onomatopées, de reconstituer un dialogue, de reconstituer un résumé, ou de rédiger des phrases-réponses avant d'arriver à ces écrits d'invention des étapes 11 et 12. Donc, moi, j'ai fini pour la progression au sein de chaque étape. Et donc, Marjorie, si tu as d'autres questions, d'éventuelles questions, je te redonne la parole. Oui, alors oui, il y a une question, mais l'équipe a répondu, mais je vous la pose parce que vous allez peut-être donner un complément de réponse. Alors, à quel moment et comment mettre en pratique cette méthode dans le quotidien de la classe auprès d'un seul élève? Donc, je suppose en classe ordinaire. La question derrière, c'est présence nécessaire de l'enseignant pour la phono, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous dites sur accompagner un enfant dans une classe? Je te laisse répondre, Muriel, pour nous dire comment tu as fait dans ta classe ou… C'est vrai qu'il faut des moments où effectivement l'adulte est présent, parce que tout ce qui n'est pas lisible, et puis il faut qu'il rentre aussi dans la méthode. Donc il va y avoir des moments, obligatoirement, il va falloir que cet élève soit en tête-à-tête avec l'enseignant. Après, une fois qu'il est bien entré dans la méthode et pour tout ce qui est exercice systématique, on peut le laisser en autonomie. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il se soit pendant des heures, hein. Ça va être une séance de 45 minutes et après, il réintègre ce que fait le reste de la classe.
Je sais pas, Laurent, si tu veux compléter ma réponse. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'effectivement, moi, c'était pas permis de lire, mais j'ai eu des élèves non lecteurs dans un CE1 il y a quelques années, et on avait institué un système. J'avais acheté des fichiers, une fiche par semaine. Le lundi, c'était, je sais plus quoi, grammaire, le mardi, géométrie, etc. Et je mettais les autres élèves, ils avaient 20 minutes où ils étaient en autonomie tous les matins sur leur fiche. Ils savaient qu'il fallait pas me déranger. Je prenais mes 3 non lecteurs. Il y avait 20 minutes où les autres élèves étaient sur des fiches. Ils savaient que c'était le moment d'apprentissage de la lecture. Puis ensuite, on repartait sur le quotidien de la classe. On peut évidemment pas y consacrer 6 heures par jour. Ça me semble. Mais ça se ritualise éventuellement, je trouve, assez bien. Et puis, c'est important aussi que l'élève soit pas tout le temps exclu du reste de la classe, bien sûr. C'est juste un moment quand on fait la lecture. D'accord. Il y a une question également sur comment l'élève peut-il être laissé en autonomie. Je pense qu'on le verra également avec la Voilà, partie on va peut-être avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Donc, on va passer à la question de la lisibilité, parce que c'est une question qui est vraiment importante. Vous avez vu dans les premiers retours qu'on a eus sur le travail qu'on avait fait, on n'y avait pas assez réfléchi. On a beaucoup réfléchi depuis et beaucoup travaillé. Donc, la question des 10, on en a déjà parlé. Les pages de permis de lire sont des pages très aérées. Là, vous avez une page qui est là. Là, si j'ouvre comme ça, vous voyez, on est de l'autre côté. C'est pas surchargé. Il n'y a jamais de trucs dans tous les sens. Quand on a un texte, voilà, c'est très aéré. Et il n'y a pas de distraction visuelle. Il y a des illustrations uniquement dans les parties d'illustration illustrative au vrai sens, mettre des images pour le plaisir uniquement avec les textes. Dès qu'on est dans les parties exercices, là par exemple, il lave le mur, et ben il faut entourer la bonne phrase, comme tout à l'heure avec la mariée. C'est vraiment, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, il n'y a pas de distraction visuelle, il n'y a pas de trucs dans tous les sens. On sait que pour certains de nos élèves, c'est quelque chose d'essentiel. Par ailleurs, on a quelque chose qui a été fait par les éditions MDI, que je remercie vraiment beaucoup de s'être lancé dans ce chantier, parce que là, on a fait créer par une typographe une police qui s'appelle MDI École. Vous voyez un texte écrit en Helvetica, il papillonne autour d'une fleur. Donc ça, c'est les textes qu'on a l'habitude de voir. Puis vous voyez en dessous le même texte écrit avec MDI École. Donc vous remarquerez que le mot il, qui commence assez souvent des phrases, quand on l'écrit en Helvetica, c'est 2 bâtons, comme il n'y a pas d'empattement. Et c'est quelque chose qui crée énormément de confusion parce que les enfants ne comprennent pas pourquoi un bâton, parfois ça fait I, parfois ça fait L. C'est très compliqué, alors qu'il suffit de mettre ce petit trait en bas et en haut de il, enfin du I, et d'avoir un très léger arrondi pour le L, ce qui est pas non plus révolutionnaire. Hein. Moi, j'ai retrouvé des méthodes de lecture des années 60 où les L étaient légèrement arrondis. Hein. On n'a rien inventé encore une fois. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre tous les outils ensemble au même endroit. Vous avez vu également qu'il y a une différence dans les proportions des lettres. Vous regardez le I et 2 L de papillonne, vous voyez que le point du I arrive à la même hauteur que les L. Visuellement, c'est pas très facile à différencier. Quand vous descendez en dessous, vous voyez que le point est plus rond et aussi, surtout, les proportions sont pas les mêmes. Les L sont plus grands. Et il y a aussi un énorme travail qui a été fait sur l'affinage de chaque lettre pour que les attaches soient plus fines, pour qu'elles soient plus faciles à différencier et des blancs qui ont été injectés à tous les niveaux, à l'intérieur de la lettre, dans l'interlettre, dans l'intermot, partout, un meilleur équilibrage des blancs, parce qu'on sait que les enfants qui ont des dyspraxies visuospatiales, entre autres, ou des dyslexies, ont du mal et voient un petit peu les lettres se mélanger ou voient du noir. Et donc, quand on injecte du blanc, ça les aide énormément à lire. Donc ça nous semble quelque chose de tout à fait important. Et puis, un premier grand principe que Muriel avait énoncé tout à l'heure, c'était qu'on voulait pas faire une méthode qui humilie les enfants en leur donnant des choses de bébé, parce que ce sont des grands. Donc, on a vraiment fait des illustrations qui sont pour les grands, choisi des titres de livres qui ne sont pas forcément des livres qu'ils peuvent lire tout de suite, mais qui sont des livres de leur âge, comme les récrés du petit Nicolas, Charlie la chocolaterie, ou Yona,
Horde des loups, donc ce sont des titres intéressants. On a mis des articles de dictionnaire, on a mis des textes documentaires, comme ici celui sur le loup, où il y a un vocabulaire qui est tout à fait relevé, où on ne s'est pas interdit, on s'est interdit que le choix des mots non déchiffrables, mais on ne s'est jamais interdit le choix d'un mot parce qu'il était difficile, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être travaillé, et on suggère, c'est une idée qui me tient à cœur, que les enseignants utilisent parfois, à certains moments, quand c'est dans une classe ordinaire, les textes de permis de lire, les distribuent à toute la classe pour que toute la classe voit que l'enfant qui travaille sur permis de lire travaille sur des textes intéressants avec des contenus qui sont des contenus de son âge et pas des choses de bébé. Et puis, on parlait de Renard et les marchands. Et donc, vous voyez, là, il y a une très belle lettrine médiévale qui a été faite. Vous voyez qu'il y a un mot qui est en rouge puisqu'il y a un petit lexique derrière. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment destinées à des grands. Les textes ne sont pas spécialement enfantins, à part les 2-3 premiers, parce qu'on peut difficilement faire autrement. On a aussi essayé de faire appel le plus possible à l'humour pour que les livres soient utilisés le plus possible avec plaisir. Ça nous semble quelque chose d'important. Donc là, vous avez l'extrait d'un petit dialogue assez rigolo. Il y a un enfant qui copie sur un autre et qui l'enguirlande parce que et on n'y voit pas assez bien. Vous avez une petite conversation par SMS où il y a une maman qui fait une blague à son fils. Muriel vous a parlé tout à l'heure d'une recette farfelue dans laquelle on intégrait des crottes de souris. Donc l'idée, c'est de ne pas apprendre à lire dans la dépression, mais si possible, autant que possible dans la joie et la bonne humeur. Ça nous semble quelque chose de très important. Et puis pour revenir sur la question qui avait été posée sur comment est-ce qu'on se débrouille, on s'appuie quand on peut sur le numérique, puisque on a la découverte des sons. Alors, je crois que le son ne marche pas. Donc, il y aura une comédienne avec une jolie voix qui vous fera souffle avec les dents sur les lèvres pour dire le f de fumer au moment où on cliquera dessus sur le bibliomanuel. Toutes les consignes, pareil, sont lues. Donc là, ça ajoute le bon pronom sous les images. Il ou elle. Et ça pourra aider. Et puis, vous avez aussi dans le bibliomanuel le corriger des exercices. Si vous avez un enfant qui a la capacité pour profiter d'autocorrection, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, vous avez en rose-violet, là, toutes les réponses. Et je vous ai parlé tout à l'heure du tracé des lettres qui est en animation quand il y a la petite vidéo. Donc, vous voyez, par exemple, ici, une animation sur la lettre F qui est montrée. Voilà, je n'insiste pas trop parce que je vois l'heure qui tourne et je donne vite la parole à Muriel pour qu'elle vous présente très rapidement le guide du maître qui nous semble un outil intéressant lui-même. Merci Laurence. Le guide du maître devrait être rapidement en ligne. Il a pris un petit peu de retard, mais et en plus, il sera accessible à tous sans condition. Alors, de quoi va parler ce guide du maître? D'abord, il va développer la présentation qu'on a essayé de faire aujourd'hui rapidement. Tous les exercices du cahier, ils sont repris un par un, avec leurs corrigés bien sûr, mais il y a aussi des conseils, comment aborder les tableaux de graphèmes, comment aborder les tableaux de syllabes ou de mots. On va y trouver également des pistes pour élucider en amont le vocabulaire résistant, que ce soit à l'échelle du mot, de la phrase ou du paragraphe. Toutes les dictées, bien sûr, du cahier de sons, de syllabes, de mots, de phrases, y seront intégrées, ainsi que des propositions de dictées supplémentaires qui peuvent servir ou d'évaluation ou d'exercice en complément. On y insiste sur les passerelles qu'on peut faire à un moment donné entre la classe, le reste de la classe ordinaire de grands et notre élève apprenti lecteur, car la plupart des textes, bien qu'adaptés, font partie du programme de cycle 3 ou de SECPA. On propose également de former des petits binômes à certains moments, notamment pour les textes dialogués ou les textes de nature théâtrale, de type théâtral, des binômes entre un élève plutôt débrouillé et puis notre apprenti lecteur, afin qu'ils fassent ensemble une petite représentation à la classe, par exemple. Tout cela, c'est dans l'objectif de ne pas isoler trop longtemps et de bout en bout cet élève, et puis aussi de faire prendre conscience à lui-même et au groupe des progrès qu'il a pu réaliser. Donc au départ très sommaire, le guide du maître s'est finalement étoffé au fur et à mesure des questions des premiers utilisateurs sur le groupe Facebook. Donc il a demandé un petit peu plus de temps, un peu plus de temps que prévu, ce dont nous nous excusons. S'il y a d'éventuelles questions, je vais laisser la parole à Marjorie, sinon je vais laisser Laurence conclure sur la dernière diapositive de cette présentation.
Alors, je vais peut-être juste préciser que le guide du maître donc, sera accessible sur le site des éditions MDI en PDF, en téléchargement. Et puis, bien sûr, également, il sera intégré à la version numérique de Permis de lire et il sera disponible fin juillet, début août. Voilà, pour préciser. Et Laurent, je te laisse peut-être la parole pour conclure. Ben voilà, donc on espère que, bon, c'était une présentation rapide puisque, comme vous avez vu, c'est quand même assez foisonnant. À la fin du livre, on a mis ce petit permis de lire là, ce petit permis de conduire qui est transformé en permis de lire, qui sera également disponible sur le site des éditions MDI pour ceux qui ne veulent pas découper le cahier et qui veulent l'imprimer, le remplir et le plastifier pour leurs élèves. À tous les moments, on a essayé comme ça de mettre en place des encouragements. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi rien n'existait jusqu'à aujourd'hui pour des enfants au-delà de 7-8 ans pour apprendre à lire. Je suis vraiment très contente qu'on ait maintenant permis de lire et je voudrais vraiment vous inciter à nous faire des retours parce que c'est quelque chose de nouveau. On a cherché beaucoup autour de nous. Je crois vraiment que rien d'équivalent existe. Donc, c'est une grande aventure que de créer quelque chose de nouveau qui ne rentre pas dans des cases. Donc, nous, on a vraiment besoin de vous, les enseignants, mais aussi les parents qui ont besoin d'un permis de lire à la maison, les éducateurs, les grands-parents, les je ne sais quoi, enfin, toutes les personnes qui pourraient utiliser permis de lire. Il a été créé pour la base, hein, pour l'élève de Muriel à l'origine. Il a été à tous les moments, on a travaillé donc avec nos deux super éditrices que je voudrais remercier quand même parce que j'ai pas remercié Françoise Laurent qui est cachée, que vous ne voyez pas, mais qui est en train de répondre avec ses petits doigts à vos questions, qui a fait un travail extraordinaire sur l'édition de ce livre. Et remercier beaucoup vraiment Marjorie. C'est quelque chose de très nouveau. Et donc, on attend vraiment vos retours. Ça a été fait avec vos retours en amont, mais ça va continuer à évoluer avec vos retours en aval. J'ai aperçu dans les questions des demandes d'outils complémentaires. C'est des choses auxquelles on va réfléchir. C'est nouveau et c'est avec vous qu'on va vraiment réussir à en faire quelque chose de très utile. On a besoin de vos retours. Donc, ça peut être le groupe Facebook parce que c'est assez pratique. Si vous êtes allergique à Facebook, moi, je suis pas très difficile à joindre. Il y a mon mail sur mon site Écriture Paris. N'hésitez pas à me contacter parce que c'est avec vos retours qu'on fera avancer cet ouvrage. Voilà. Alors oui, je précise parce que c'était peut-être pas tout à fait explicite, mais il y a un groupe Facebook que Muriel et Laurence ont créé spécifiquement pour permis de lire, et donc où vous pouvez vous rendre et poser vos questions quand elles viennent, quand vous le voulez. Voilà. Si vous le voulez bien, on arrive à la fin de ce séminaire. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous espérons avoir répondu à un maximum de questions. Comme je vous le disais au tout début, nous mettrons en ligne d'ici quelques jours sur le site des éditions MDI une FAQ qui rassemblera à la fois les réponses aux questions posées à l'oral et à l'écrit, ainsi que le replay de ce webinaire. Et tout ça vous sera également envoyé par email. Merci Laurence, merci Muriel, merci à toute l'équipe qu'on ne voit pas mais qui nous a complètement soutenus pour lancer ce webinaire. Alors, nous allons à présent clore ce webinaire. Je voulais juste vous préciser, l'arrêt du système est un petit peu brutal, donc ça peut être un peu surprenant. Voilà, ne soyez pas surpris. Merci encore à toutes et à tous et puis très belle soirée à vous.